Pile Poule. Dialogue pour le temps présent et pour les temps futurs. Une émission de Marc Wielinski, tous les dimanches de 13h à 14h sur RCJ. Où va notre monde? Comment mieux le comprendre? Que puis-je faire pour l'améliorer? Que m'est-il permis d'espérer? Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français. 01 53 59 47 47. Aujourd'hui, tempête dans le bocal avec Bruno Patino. Je fais partie d'une génération qui pouvait encore déambuler sans écouteurs dans les oreilles et sans écran de portable niché au creux de la main, qui pouvait marcher, les mains dans les poches, le regard vagabond passant du chemin au ciel, la pensée refusant tout approvisionnement et tout apprivoisement, passant de l'important au dérisoire, du personnel à l'universel, du présent à la mémoire et de l'émotion à la méditation. Bruno Patino, bonjour. Bruno Patino, vous venez nous parler aujourd'hui de votre livre « Tempête dans le bocal ». Je rappelle que vous êtes un spécialiste des médias et des questions numériques. Vous êtes président d'Arte et vous avez écrit, publié il y a quelques années un livre extrêmement remarqué qui a été un grand succès qui s'appelait La civilisation du poisson rouge et qui traitait un petit peu de du marché de l'attention. On va en reparler, du fait que le numérique a capté ce marché de l'attention. Et vous revenez maintenant avec ce livre « Tempête dans le bocal », puisque c'est un peu la suite. Qu'est-ce qui se passe dans ce bocal? Où en sommes-nous par rapport au numérique? Et j'ai choisi d'introduire par cette constatation un petit peu mélancolique que vous faites au cours du livre en disant que effectivement, maintenant, et ça, depuis peu de temps, depuis à peine une génération, lorsqu'on marche dans la rue, on marche la nuque baissée sur nos smartphones et on ne marche plus le nez au vent ou en regardant le ciel ou en regardant les autres. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui nous est arrivé, Bruno Patino? En fait, c'est ce sur quoi j'essaye d'écrire depuis 2 livres. Vous l'avez dit vous-même, moi ça fait en gros maintenant presque 20 ans que j'écris sur le numérique, parce que ça fait 20 ans que je travaille un peu dans cet univers-là. Et en fait, on ne s'est pas rendu compte, on s'est rendu compte à un moment donné que quelque chose avait changé, d'abord de façon individuelle dans nos vies, et c'est la dépendance aux écrans, et de façon collective sur la façon dont cette connexion permanente, les réseaux sociaux ou autres ont changé, ont modifié notre vie collective. Et donc, ce que j'essaye de faire, c'est de non seulement raconter ce qui nous arrive, peut-être en le mettant en perspective, mais surtout d'essayer d'avoir un début d'explication. Ça, c'était sans doute la civilisation du poisson rouge, et peut-être un début de solution. Ça, c'est plutôt tempête dans le bocal, mais toujours en racontant nos petites histoires, parce que nos petites histoires de rapport avec les écrans, en fait, écrivent de façon... c'est comme une mosaïque de la grande histoire qui est en train de se faire. Et la grande histoire qui est en train de se faire quand même au travers de cette dépendance qu'on a tous, et moi le premier, surtout, moi le premier au téléphone portable, le fait qu'en permanence on a effectivement la nuque baissée sur un écran rétroéclairé, et qu'aujourd'hui il n'y a pratiquement plus aucun moment dans notre vie ou aucun espace dans les espaces que nous habitons qui est protégé, on va dire, de l'écran rétroéclairé. Eh bien, tout ça, effectivement, est, comment dire, le signe ou la traduction dans nos vies quotidiennes de quelque chose qui est en train de changer. Et dans Tempête dans le bocal, ce que j'essaye d'écrire, c'est que, en fait,
nous sommes gagnés tous par le calcul universel et d'une certaine façon le jeu permanent. C'est-à-dire qu'il y a, un couple qui s'est formé, utilisé par les géants du numérique pour des raisons entrepreneuriales simples, qui fait que nous sommes plongés dans un univers qui semble ludique et qui nous attire autant qu'un jeu et qui en fait nous calcule en permanence, c'est-à-dire que nous réduit à l'état de données, ça tout le monde le sait, de données qui sont calculables pour être commercialisables et du coup on ne se rend pas compte, on est un peu dans cet univers-là. Et juste, vous avez commencé cet entretien par la conclusion du livre, en fait. Elle est mélancolique, mais elle ne l'est pas vraiment parce que, en réalité, je suis à l'inverse, je ne suis pas du tout à rebours, pardon, de ceux qui écrivent des dystopies aujourd'hui. Alors, on parlait du calcul intégral et du jeu permanent. Je cite dans le livre évidemment 2 romans, enfin une nouvelle et un roman qui sont devenus 2 films de Spielberg d'ailleurs, mais qui sont tous les 2 dystopiques, c'est-à-dire qui nous proposent un avenir sombre et inévitable. Le premier, c'est Minority Report, donc ça c'est de dire on va tous être à ce point calculable qu'on va être prévisible et que donc avant même d'avoir commis quelque chose, l'algorithme saura qu'on commet quelque chose et donc Minority Report, d'après la nouvelle de Philippe Cadic, c'était la justice avant l'acte. On enferme les criminels avant même qu'ils commettent leur crime, puisqu'on sait qu'ils vont le commettre par le calcul total. Et l'autre film, enfin l'autre roman devenu film, c'est Ready Player One, aussi un film de Spielberg, qui montre toute une civilisation plongée dans un jeu immersif permanent et qui n'en sort pas, et dont même le destin social dépend de sa position dans le jeu intégral. Et donc, si bien je suis d'accord avec cette idée que les 2 grandes forces qui poussent vers cette dépendance permanente, c'est le jeu et le calcul intégral, je crois en revanche que se construisent des solutions. D'abord, je crois à la politique, c'est-à-dire que je crois que les humains peuvent se mobiliser à un moment donné pour limiter le domaine du calcul, et j'essaye de raconter dans ce livre comment les différentes mobilisations à tout niveau commencent à changer la règle du jeu, et que donc non, tout n'est pas écrit. Et puis je crois évidemment à, je ne sais pas si c'est la mobilisation individuelle, mais au parcours individuel, c'est-à-dire que je raconte le côté un peu ridicule des choses qui sont les stages de déconnexion, auxquels je crois peu, mais en revanche, je pense que retrouver le simple goût d'endroits ou de moments où on n'est pas connecté et donc remarcher les mains dans les poches et le regard vers le loin est une solution possible. Oui, alors, on reviendra effectivement sur ces éléments parce que le livre, donc Tempête dans le bocal, j'ai pas dit que c'était chez Grasset, paru chez Grasset, n'est pas si pessimiste que ça. Mais même si vous attaquez quand même de façon frontale, on va revenir dessus, ce qui fait notre dépendance. Juste un petit rappel, cette histoire de poisson rouge, juste en 2 mots. Pour les quelques personnes qui ne vous auraient pas lu, ça fait référence à notre capacité d'attention, c'est bien ça? Oui, alors c'est évidemment une image, mais qui est une histoire réelle. Ça part d'un séminaire, d'un stage, comme l'organisent souvent ce qu'on appelle les GAFAM aujourd'hui. Donc, ça avait lieu à Madrid et c'est Google, YouTube qui organisait une petite rencontre avec des gens travaillant dans les médias. Et je raconte comment, à un moment donné, un ingénieur de YouTube nous montre une photo d'un poisson rouge et dit, voilà, on a calculé le taux d'attention du poisson rouge et apparemment aux États-Unis aussi, on pense qu'on a une mémoire de poisson rouge quand on oublie tout et qu'un poisson rouge est incapable de se concentrer. Donc il dit voilà, le temps d'attention d'un poisson rouge, c'est 8 secondes, c'est pas grand-chose. Et il s'arrête et il dit, et on a calculé le temps d'attention, ce qu'ils appellent le attention span des millennials, donc des gens nés, si j'ose dire, avec un portable dans la main ou quasiment, et finalement c'est 9 secondes.
Et lui fait un grand sourire et il dit donc les milléniaux ont pratiquement le temps d'attention d'un poisson rouge. C'est un immense défi pour nous parce qu'il faut qu'on arrive à capter leur attention toutes les 9 secondes. Et là, je m'aperçois qu'il y a une très grande, j'allais dire, différence dans la salle entre ceux qui disent oui, c'est un défi, il faut qu'on continue à sursolliciter l'attention des plus jeunes parce que leur attention diminue, et ceux qui sont consternés en se disant mais qu'est-ce qui s'est passé de l'attention et de la concentration. Alors, pour être très franc, je ne suis pas éthologue, donc, et je ne suis incapable de savoir si un poisson rouge vraiment se concentre pendant 8 secondes. Donc c'est une image que j'utilise. J'imagine que Google a fait ses calculs, mais effectivement, c'est une histoire de poule et d'œuf, cette histoire. C'est-à-dire que, encore des animaux, vous allez me dire, mais évidemment, je raconte une anecdote dans l'autre livre. Quand j'ai commencé à faire du numérique, la première fois que quelqu'un est venu nous proposer, vous savez, la solution technique de faire une alerte sur le portable. Oui. Bon, c'était il y a plus de 20 ans, et je me souviens très bien qu'il a dit on a fait des calculs, on a interrogé les gens, vraiment pas plus d'une alerte par semaine. Ouais. Et mettez-vous d'accord avec vos collègues, concurrents, autres journaux. Moi, j'étais dans un journal à l'époque. Répartissez-vous les alertes pour que quelqu'un ne reçoive pas plus d'une alerte par semaine, sinon ça va le fatiguer et il va trouver que vous êtes très intrusif dans sa vie. Aujourd'hui, la moyenne, c'est plus de 50 alertes par jour qu'on reçoit tous. Et vous savez, c'est comme la grenouille qu'on porte à ébullition dans l'eau, on ne s'est pas rendu compte. Donc nous sommes en permanence sursollicités et donc notre attention est en permanence hachée par des sollicitations numériques. Et donc, notre taux d'attention, évidemment, a baissé. Ça, c'est une phrase clé, quand même. Vous avez dit, on ne s'en est pas rendu compte. Pourtant, ça a été rapide, parce que nous avons tous les deux un certain âge, moi un petit peu plus, et on a connu, la majorité de notre vie, nous l'avons passée sans portable. Et pourtant, nous en sommes victimes de cette sollicitation permanente du portable. Nous en sommes victimes au même titre que nos enfants et nos petits-enfants. Ah oui, c'est vraiment pas une question de génération. C'est-à-dire que franchement, l'outil, je parlais de ma propre dépendance à l'outil, si vous voulez, on aurait tort de croire que c'est un problème qui ne s'adresse qu'aux plus jeunes. Il s'adresse à tous. Oui, parce que, encore une fois, je raconte ça dans La civilisation du poisson rouge. En fait, il s'est passé... C'est ni la technologie ni un complot mondial. C'est quelque chose, hélas, d'une simplicité, si j'ose dire, enfantine qui s'est passée. Mais qui s'est mise en place sans que vraiment personne ne le décide à un moment. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez des grandes plateformes à un moment donné qui s'installent dans un univers horizontal et qui vont, entre guillemets, développer un service. Donc, une société de services, comme il en existe beaucoup. Donc, l'une va vous proposer de donner des solutions à vos recherches, l'autre de vous mettre en relation avec des amis, la troisième de vous faire participer à une sorte d'agora, en tout cas c'était l'idée au départ, universelle, je parle de Twitter, la quatrième de partager des photos, etc., etc. Et donc, tout ça, c'est très bien. On met en relation les uns avec les autres. Et puis, à un moment, vous avez l'introduction en bourse. Il faut bien vivre, il faut avoir un modèle économique. On a du mal à croire aujourd'hui, mais il y a eu tout un moment du numérique, on va dire entre 1998 et 2003-2004, hein, où on était dans une telle nouveauté technologique que le chiffre d'affaires ou le business model n'avait aucune importance. La première bulle qui a éclaté en 99, j'ai l'impression de parler des temps préhistoriques, puis la seconde vague d'introduction en bourse, c'était simplement, on voyait le nombre d'utilisateurs que vous aviez. Puis à un moment, il faut trouver, comme toute société, toute entreprise, un chiffre d'affaires et un modèle économique. Et moi, j'appelle ça l'aiguillage. À un moment, quel aiguillage s'est-il passé ? Il a fallu choisir un modèle économique. Et là, vous pouviez avoir 3 modèles économiques possibles. Et je vais être très très simple. Un, le modèle de dire on reste, j'allais dire, collaboratif, coopératif. C'est le modèle Wikipédia. Bon, il n'est resté que ce modèle-là, en fait. Il y a comme grand site collaboratif dénué, parce qu'il ne s'est jamais introduit en bourse ou autre, il y a Wikipédia. Bon. Il pouvait y avoir un modèle pour abonnement. On aurait pu imaginer un Facebook par abonnement. Vous payez 1 euro, 1 dollar par mois pour être en relation avec vos amis. Ou un Twitter par abonnement. Et puis, il y avait le modèle publicitaire. Et à l'époque,
le choix a été fait à un moment donné du modèle publicitaire. C'est-à-dire, on dit on va rester gratuit pour avoir le plus d'utilisateurs possible, pour, comme disent les économistes, maximiser l'effet de réseau, et donc on va avoir le modèle publicitaire. Donc la publicité, ça fonctionne toujours de la même façon. Patrick Lelay l'avait dit en son temps, le temps de cerveau disponible, le temps d'attention, donc on essaye d'attirer votre attention le plus possible. Donc à un moment donné, de vous faire rester le plus longtemps possible sur la plateforme. Quand vous avez une plateforme par abonné, l'enjeu c'est d'avoir le plus d'abonnés possible. Après qu'il reste 1 seconde, 2 heures ou 5 heures, c'est pas un enjeu. Quand vous êtes sur le modèle publicitaire, l'enjeu c'est que les gens restent le plus longtemps possible. Donc soient le plus, addict possible à l'endroit que vous développez. Or, il se trouve que le numérique pouvait rendre beaucoup plus addict que la télévision. Pour 3 raisons, je vais être rapide. La première, c'est qu'avec l'invention du smartphone en 2006, vous pouvez être connecté en permanence dans tous les endroits où vous vous rendez, alors qu'un téléviseur ou autre, c'est dans le salon, on ne l'emporte pas dans son lit, quelquefois c'est dans la chambre à coucher, on ne l'emporte pas dans le métro, etc., etc. Donc la première chose, c'est que la possibilité d'attirer votre attention n'était plus limitée ni dans l'espace ni dans le temps. Première différence majeure. Deuxième différence absolument majeure, c'est que toutes ces sociétés numériques connaissent des choses non pas sur vous à peu près. Une télévision, c'est à peu près qui la regarde, la moyenne d'âge, à peu près. C'est des catégories, quoi. C'est des la catégorie, voilà, des groupes. Ouais, voilà, plutôt des femmes de tel âge, plutôt des hommes de tel âge, plutôt des gens de telle catégorie socio-professionnelle, de tel niveau d'études. Le numérique, c'est individuellement qui le consulte, et c'est beaucoup de choses sur cet individu. Les données que l'on donne sans le savoir aux plateformes quand on se connecte avec elles. Facebook, c'est tout, si je suis, de mes goûts et de mes comportements. Google, c'est énormément de choses de ce qui m'intéresse et des recherches que je fais dessus. Twitter, c'est énormément de choses, des groupes auxquels je participe et donc des sujets qui m'intéressent, Amazon etc. aussi. Amazon, c'est tout de tout, Ouais. puisque c'est aujourd'hui, je pense, le GAFAM le plus puissant en réalité, etc., etc. Et donc, vous aviez des personnes qui ne s'adressaient plus à des groupes humains ou des masses, mais à des individus, donc qui étaient capables d'essayer d'attirer l'attention de chaque individu. Et enfin, je finis par là, vous avez eu en plus des outils qui étaient capables d'utiliser un certain nombre de données des neurosciences. Donc je raconte ça, c'est dans La civilisation du poisson rouge, comment... Et de façon pas du tout secrète, hein, c'est public, référencé et autres, et même admis, comment à un moment donné, on organise par exemple le mécanisme de récompense aléatoire pour structurer une plateforme. La récompense aléatoire, vous savez, c'est comme ça que marchent les machines à sous, des casinos. De temps en temps, vous gagnez, souvent vous perdez, de temps en temps vous gagnez un petit peu, très rarement vous gagnez beaucoup, mais vous ne savez jamais ce qui va arriver. Et je reparle, mais là on n'a pas le temps, de l'expérience de Burrus Skinner avec la souris et le distributeur de nourriture, et pour montrer que à Stanford ou ailleurs, on s'est dit, tiens, les mécanismes de récompense aléatoire, d'effet de complétude ou autres, peuvent rentrer dans le design, ce qu'on appelle depuis maintenant, depuis 2 ans ou 3 ans, le livre a 3 ans, le dark design, c'est-à-dire le design, peuvent avoir des mécanismes pour vous rendre un peu plus addict. Et ça marche très très bien. Et donc, nous sommes devenus dépendants, non pas d'une technologie, mais, j'allais dire, des instruments utilisés par le couple technologie-modèle économique pour nous rendre dépendants, pas du tout parce qu'on veut faire de nous des esclaves, mais simplement parce qu'on veut qu'on passe le plus de temps possible sur ces outils-là pour nous vendre le plus de publicité possible. C'est pas plus compliqué que ça. Oui, ça, on le voit très bien dans votre livre, donc Tempête dans le bocal, qui décrit la situation actuelle. Donc, on a l'impression que ces grands groupes, mus par des motivations commerciales avant tout, on parlera du politique après, mais d'abord mus par des motivations commerciales, ont d'une certaine façon confisqué ces outils technologiques pour les orienter d'une certaine façon et pour les faire fonctionner par des algorithmes, pour les faire fonctionner de manière à maximiser l'attention, donc à maximiser les revenus publicitaires potentiels. Oui, en fait, c'est l'histoire d'une centralisation ou d'une captation, comme vous l'avez dit, ou d'une prédation, certains diraient, et on peut presque le dire, qui n'a pas forcément été voulue au début, même si on s'aperçoit les années passées que quand même, vous pouvez avoir tout dialogue possible avec Facebook, mais dès lors que vous touchez à leur modèle économique, ils sortent les griffes et rien n'est possible.
Et c'est là où le cœur du sujet, on ne va pas rentrer dans le détail technique, mais si vous regardez les évolutions qu'a annoncé Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, il y a quelques semaines encore, il a redit que la priorité était avant tout publicitaire et que c'était une priorité de Facebook. Facebook est une immense régie publicitaire, sauf qu'on pense que ça nous rend un service alors qu'on est plongé dans un univers qui capte nos données pour les commercialiser à un moment ou à un autre. Donc, évidemment, le numérique, ça ne se limite pas à ces plateformes-là. Loin s'en faut. Il reste ce numérique du départ collaboratif, horizontal, sur l'économie du partage. Il reste des tas de possibilités de mobilisation, de services ou autres. Mais il se trouve qu'un nombre réduit d'acteurs a capté, j'allais dire, dans cet univers nouveau, une puissance économique complètement folle, et que ce faisant, ces acteurs-là ont cassé beaucoup de choses. Sans le vouloir, mais c'est comme l'éléphant dans le magasin de porcelaine, si vous voulez, c'est-à-dire que ça a vraiment cassé des choses. Et donc, ça a cassé d'abord d'une certaine façon quand même notre vie quotidienne, cette dépendance aux écrans, ce fait qu'on se lève la nuit pour regarder son portable, le fait que avoir un repas de famille sans que chacun regarde son portable devient une bataille, le fait d'enseigner en demandant à la classe de poser le portable et de poser devient très compliqué. Ça a cassé quelque chose de notre vie individuelle, de notre vie collective par la polarisation, parce que là aussi on peut en parler, le fait que les réseaux sociaux soient polarisés, c'est-à-dire que ça mette en exergue à un moment donné des messages, j'allais dire, qui crient, des messages outranciers, tout ce qui est j'allais dire, extrémisé dans la forme ou dans le fond. Là aussi, ce sont des miroirs, mais ce sont des miroirs déformants. Mais, et donc, ce que je veux dire par là, pardon, pour terminer, c'est que notre vie démocratique, notre espace public et notre vie collective ont été, d'une certaine façon, abîmées, certains diraient détruites par ce genre d'acteurs. Et donc, aujourd'hui, c'est un peu « oups ». J'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès. Et donc, ce que raconte Tempête dans le bocal, c'est juste après le « oups ». Donc, qu'est-ce qu'on fait après le « oups » ? Donc, vous avez certains qui disent répare ta machine ». Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Et là aussi, il faut raconter les petites histoires. D'autres qui disent « tu seras jamais assez sage pour réparer ta machine tout seul, donc moi, je vais te donner les règles pour qu'elle cadre. » Et puis là, les troisièmes qui disent « on va construire des machines alternatives, qui ne marchent pas de la même façon. » Non, mais on va revenir sur ces conséquences extrêmement importantes, évidemment, sur la connaissance, sur la démocratie, sur la vie sociale. La question que je me posais en lisant votre livre, juste si on reprend cette idée de captation par des marchands, des commerciaux de cette technologie, je me suis dit, est-ce que sur le long terme, finalement, est-ce que ça ne s'est pas toujours un petit peu passé comme ça, lorsqu'on a fait des innovations technologiques, que ce soit le livre, les chemins de fer, les premières générations, les plus motivés, et les plus rapides et les plus malines sont ceux qui se disent il y a de l'argent à faire avec ça. Est-ce qu'après, il n'y a pas une régulation qui se fait, une reprise, je dirais, une réappropriation par le corps social ? Peut-être que je suis trop optimiste, mais est-ce que ce n'est pas ça qu'on est en train de vivre actuellement en 2022 ? Eh bien, c'est une question que j'aime beaucoup parce que je partage votre avis et j'essaie d'en parler d'ailleurs dans le livre, et c'est ça qui me rend modérément optimiste et pas du tout dystopique, comme on disait. Je fais allusion, par exemple, vous parliez de l'invention de l'imprimerie du livre. Il y a eu un livre phénoménal, très érudit et très dense, on va dire ça comme ça, mais écrit bien avant l'invention du numérique. Je crois que c'est 1979 par l'universitaire américaine Elizabeth Eisenstein, qui a écrit une somme incroyable sur l'invention de l'imprimerie. Et elle s'est vraiment attardée sur les 50 ou 60 ans qui ont suivi cette invention de l'imprimerie. Parce qu'aujourd'hui, alors, elle en parle aussi dans son livre. On se dit, l'invention de l'imprimerie, c'est formidable, dispersion du savoir. Donc ça va donner naissance à la réforme, d'un côté, dans les sociétés européennes,
Plus tard, à la civilisation des Lumières, à l'information, l'événement peut avoir lieu. Donc on se dit, l'invention de l'imprimerie, c'est extraordinaire, puisqu'à un moment donné, ça élève, puis ça permet, j'allais dire, à la masse, au peuple, d'avoir accès au savoir, le dialogue des savoirs avec publication, contre-publication, etc. Donc l'écrit, l'univers du savoir n'est plus réservé à la cléricature, c'est formidable. Oui. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle montre que les 50 ou 60 premières années, c'est un chaos épouvantable. C'est-à-dire que tout le monde imprime n'importe quoi, justement pour des raisons commerciales que vous dites. Les libelles arrivent, c'est là aussi la crise des pamphlets, des libelles ou autres en Angleterre, en France, enfin au Royaume-Uni, pardon, en France et ailleurs. Il y a des faux qui se publient, il y a des, entre guillemets, fake news qui sont à la fois des fausses publications à l'époque. Enfin les cris foisonnent permanemment. Alors il n'y a pas d'énormes groupes qui se créent à l'époque parce que le capitalisme n'est pas développé au XVIe siècle comme il l'est aujourd'hui, mais à un moment donné, effectivement, quelque chose d'autre va avoir lieu. Donc oui, ça me rend optimiste, sauf avec un codicile, si vous me le permettez. C'est que ça n'a pas lieu automatiquement. Parce qu'on pourrait dire la même chose de l'invention, j'allais dire, de la société industrielle. Fin du 19e, il y a eu une très forte concentration du capital à un moment donné. Les enfants travaillent, enfin, je veux dire, il n'y a pas de régulation du travail, il n'y a aucune limite au monopole, aux concentrations de capital, etc. C'est qu'à chaque fois, oui, tout ça, non pas rentre dans l'ordre, mais un ordre se bâtit autour de tout ça, mais ça n'est jamais automatique. Et donc, s'il y a vraiment, dans les deux livres que vous avez mentionnés, une certitude qui est mienne, c'est que ça ne se fera pas tout seul. C'est-à-dire que l'autorégulation ne viendra pas uniquement parce qu'à un moment donné, ceux qui se disent « oups » vont rentrer dans le rang en se disant « on va être calme », etc. Si vous ne mettez pas de limite à un moment donné, à la cupidité humaine, elle ne s'autorégule pas. Et surtout, elle ne viendra pas des GAFAM, en tout cas des GAFAM seuls. Comment voulez-vous demander à une société commerciale de limiter à un moment donné son chiffre d'affaires par elle-même, même pour des raisons éthiques? Pardon, là je suis peut-être négatif, mais je ne pense pas que ça arrive tout seul, sans l'intervention politique, du corps social ou autre. De la même façon que, j'allais dire, l'autodiscipline, c'est-à-dire qu'à un moment donné se dire, moi tout seul, je décide que je me déconnecte à ce moment-là, etc., n'est pas aussi automatique que ça. Je pense que ça doit se discuter en famille. Je parle dans Tempête dans le bocal un peu de comment les pédiatres nord-américains, qu'est-ce qu'ils conseillent par rapport au dialogue, à la connexion. Je pense que ça se discute, j'allais dire, dans les micro-collectivités qui peuvent être les familles, les communautés, une classe ou autre, mais je pense que la déconnexion, ça s'apprend. Ça ne vient pas tout seul. Donc je suis optimiste comme vous, c'est-à-dire je pense qu'on est dans ce moment-là, et quand je tempête dans le bocal, c'est ça pour moi aussi, c'est-à-dire que c'est à la fois la pandémie qui nous a plongé dans l'écran total et absolu, et ça nous a sauvé beaucoup de choses d'ailleurs, ça n'est pas que négatif, et en même temps, donc ce moment du triomphe absolu, j'allais dire, de ceux qui nous proposent et qui nous promettent la connexion permanente, c'est aussi paradoxalement le moment où le corps social, le corps politique et les individus que nous sommes prennent conscience de leur dépendance et commencent à se dire non, il faut que tout ça rentre dans un certain ordre. C'est une bataille. Quand vous voyez comment ça se passe pas si mal avec Google, avec Facebook, c'est très compliqué, mais il y a TikTok qui arrive maintenant, et TikTok, chez nos ados, ça provoque des dépendances assez fortes, si vous voulez. Et puis c'est des formats courts, ludiques certes. Qu'est-ce que ça veut dire d'un espace public qui est aujourd'hui structuré par TikTok ? Oui, parce que aussi, on a l'impression quand même qu'il y a eu une certaine prise de conscience, notamment au niveau politique. Des patrons même du numérique qui ne peuvent plus dire comme avant, nous sommes neutres. Notre système est neutre et finalement, on fait que transporter, on est les postiers, on dépose les lettres et ce qu'il y a dans les lettres, ce n'est pas notre affaire. On sent bien qu'avec les dérives qu'il y a eu au niveau du net, sur les fake news, etc., sur tout ce qu'on voit, tout ce qu'on constate tous les jours, on voit bien que leur discours a un petit peu évolué quand même. Ils n'ont pas eu le choix. L'image du facteur, je la décris dans le livre. Eux, ils disent toujours, vous pouvez recevoir à un moment donné une lettre d'amour, vous n'allez pas embrasser votre facteur. Il y est pour rien. Il vous a envoyé un facteur. Si à un moment donné, vous recevez une lettre d'insulte, vous n'allez pas cogner votre facteur. Il a juste
transmis la lettre. Nous ne sommes en neutralité du net, ce qu'on appelait que des facteurs, des messages. Et donc, j'explique là la section 230, etc. aux États-Unis, sans rentrer dans le détail, mais pour expliquer d'où ça vient, même philosophiquement. Mais en réalité, ils ne font pas ça. Quand vous dites à Mark Zuckerberg ou autre, vous dites non, mais voyons bien les choses. Vous êtes un facteur, certes, mais il y a certaines lettres que vous distribuez 1000 fois à des gens qui ne l'ont pas demandé. Et il y a certaines lettres que vous ne distribuez même pas à des gens à qui ça t'est adressé. Donc vous n'êtes pas du tout un facteur neutre. Mon facteur, il distribue la lettre qu'on lui a demandé de distribuer à la personne à qui c'était destiné. Il ne va pas à un moment donné, une lettre d'insulte qui m'était potentiellement destinée, la distribuer à 3000 personnes. Et c'est en cela qu'il n'est pas du tout neutre, le facteur. Et donc il y a cette idée qu'on démontre très bien. Je prends l'exemple quand Joe Biden, en juillet 2021, ou 2020, pardon, on lui demande, 2021, on lui demande quel a été le rôle des GAFAM par rapport à la pandémie, et il dit un truc très grave, il dit « ils tuent des gens ». Vous avez un président des États-Unis qui dit « they kill people », ils tuent des gens. Et il dit ça parce que, je le raconte, on lui a donné une étude officielle qui montre que 12 personnes, Facebook, c'est plus de 3 milliards d'utilisateurs. 12 personnes sont à l'origine de 56 millions de messages anti-vax et complotistes reçus par des Américains, par les Nord-Américains. Et que surtout, plus de 70% de ces gens ont reçu ces messages, non pas parce qu'ils voulaient les recevoir, mais parce que l'algorithme les a poussés à s'abonner à ces comptes-là. L'algorithme complice de la dissémination Bien sûr. Parce que l'algorithme, c'est très très minoritaire. Oui, mais parce qu'elles attirent votre attention. Si je vous dis « il fait beau aujourd'hui », c'est un message qui n'attire pas votre attention un peu. Si vous avez un message qui vous dit, vous savez, même s'il est totalement loufoque, mais il y a des extraterrestres qui se livrent à des massacres dans les caves du 5e arrondissement de Paris, il va attirer votre attention. Et donc, vous allez même le partager. Et donc, commercialement et publicitairement, il est plus efficace, même s'il n'a aucun rapport avec la réalité. C'est pour ça que l'algorithme va le favoriser. Non pas parce qu'il est idéologique. D'ailleurs, vous avez des universitaires américains qui se sont amusés à mettre des messages sur Facebook qui attaquaient Mark Zuckerberg de façon complotiste. L'algorithme de Facebook a disséminé ces messages-là. Alors, si c'était idéologique, ils se sont dit on attaque mon patron, j'arrête. Non, c'est que le message avait beaucoup de succès, donc il l'a disséminé. Ça prouve bien, si vous voulez, qu'on n'est pas du tout face à une volonté idéologique. On est face à une logique économique, juste ça attire votre attention. Donc tout ça pour dire, si vous voulez, que vraiment, ce moment-là de prise de conscience et ces entreprises-là, effectivement, elles plaident une neutralité qui n'existe pas, parce que l'algorithme fait un travail d'amplification ou d'accélération, et donc il y a pour ça des gens qui appellent d'ailleurs ces sociétés des sociétés d'amplification ou des sociétés d'accélération. Donc elles accélèrent un message, la neutralité. Mais il y a encore plus que ça philosophiquement, il y a quelque chose qui a à voir avec les débuts idéologiques du net, dont j'ai été témoin et dont je me souviens très bien. Il y a presque cette idée que non seulement leur plateforme est neutre, mais qu'elle est pure. C'est-à-dire qu'en mettant en relation les uns avec les autres, sans se poser la question du lien, quelque chose de pur existe. Et donc, quand vous parlez... En fait, c'est l'idée que la vérité finit toujours par triompher par le nombre... oui, et bon, ça, c'est des idées anciennes qui existaient au début, ce qu'on a appelé l'intelligence des foules, la sagesse des foules, l'intelligence collective, et puis même, vous pouvez remonter à Jefferson. Jefferson disait, c'est très très bien que des gens puissent mentir, parce qu'au total, la liberté d'expression, le premier amendement aux États-Unis, parce que face à un mensonge et une vérité... c'est toujours la vérité qui l'emporte, parce que les gens sont rationnels et sont en recherche de vérité. Mais l'hypothèse comme quoi nous sommes rationnels et nous sommes en recherche de vérité en permanence, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on peut la mettre en doute. Et qu'en tout cas, les temps actuels prouvent qu'on la met en doute. Mais il y a cette idée aussi chez les plateformes d'une certaine pureté, c'est-à-dire qu'elles sont pour la régulation, quand c'est une régulation qui est leur frontière. Qui a le droit de participer chez moi? Ah ben non, Trump, il ne vient plus. Ou ce message-là ne vient pas. Mais elles ne pensent jamais,
elles le savent très bien pourtant, qu'il faut voir leur propre monde de fonctionnement, c'est-à-dire la propre accélération. Donc ce qui se passe en ce moment dans le discours avec les politiques, parce que le oups, il est un peu gros quand même. Le oups, c'est « Ah, Trump a peut-être été aidé ». En ce moment, nous parlons, il y a bientôt les élections au Brésil, hein, c'est une élection qui se déroule sur TikTok. C'est-à-dire que vous avez des schémas extraordinaires, en tout cas très intéressants. Vous avez une élection de Trump sans Facebook, c'est très compliqué. Vous avez ensuite un exercice du pouvoir par Trump sans Twitter, c'est très compliqué. Vous avez une première élection brésilienne où Bolsonaro arrive à être élu, c'est WhatsApp, qui dépend du groupe Facebook. Donc ça a changé notre vie démocratique. Et aujourd'hui, c'est TikTok, bien sûr. Bien sûr. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'aurait pas eu lieu, mais ça a été un amplificateur qui a permis, si vous voulez, à des gens d'avoir une efficacité qu'ils n'auraient jamais eue. C'est pas nouveau, hein. Vous faites l'histoire de tous les médias, ils sont toujours ambivalents. La radio, vous pouvez voir la radio de deux façons, et moi j'adore la radio, et on est en train de parler à la radio, mais vous pouvez voir la radio en disant, bah, la radio, c'est les causeries au coin du feu de Roosevelt. Donc c'est une réinvention démocratique à un moment donné du rapport des gouvernants et des gouvernés. Et puis vous dites, la radio, c'est l'appel du 18 juin. Sans radio, Radio Londres, pas de résistance possible. Ou le discours enflammé de Mussolini et d'Hitler. Et voilà. Et de l'autre côté, c'est Nuremberg. C'est ça. C'est Hitler. Et sans radio, Hitler n'a pas son outil. Et donc la radio en elle-même n'est ni fasciste ou nazie, ni résistante ou démocratique. Elle est un outil utilisé et qui amplifie ce mouvement-là. La télévision, on l'a dit suffisamment, c'est soit Kennedy d'un côté, etc., etc. Et vous avez le même modèle en télévision. Et dans l'univers numérique, vous avez à la fois les printemps arabes. Sans réseaux sociaux, pas de printemps arabe possible. Mais d'un autre côté, vous avez Trump et vous avez Bolsonaro. Et donc, à un moment, parce que ce sont des forces des réseaux sociaux, moi je les appelle dans Tempête dans le bocal le 5e pouvoir, parce que ce sont le 4e étant la presse, parce que c'est un pouvoir sans maître. Ou le maître est l'algorithme, si vous voulez. Mais disons que ce n'est pas un pouvoir idéologiquement tourné vers quelque chose, mais qui est profondément déstabilisateur pour l'autorité en place, parce qu'elle sape la confiance. Et justement, Bruno Patino, en lisant votre livre, donc Tempête dans le bocal, on se demande, la question qu'on se pose, c'est est-ce que les États auront la force, auront la puissance, auront la légitimité, justement pour... Je n'irai pas réguler parce qu'il s'agit d'aller plus loin, pour vraiment reprendre, faire en sorte qu'on reprenne un petit peu la main sur ces GAFA qui font parfois des résultats d'exploitation qui sont aussi importants que certains États, que des PIB de certains du Danemark. Je crois que Google, c'est à peu près le PIB du Danemark, avec 100 fois moins de personnes. Mais vous voyez aujourd'hui tous les fronts. Ces sociétés répondent à de multiples fronts. Alors, il y en a une qui ne répond pas encore à de multiples fronts, qui est Amazon, ça va arriver, parce que, bon, là, ça nous emmène loin. Mais malgré tout, quand vous regardez, parce que moi, j'adore aussi les petites histoires, si vous voulez. J'aime bien parsemer tout ça d'anecdotes. Oui, votre livre, d'ailleurs, c'est très, très agréable à lire. Non, mais je fais un petit aparté en disant qu'il y a des analyses qui sont assez profondes, parfois assez ardues. Il faut les lire une ou deux fois, mais c'est toujours très clair. Et puis, il y a toutes ces anecdotes qui donnent la tonalité un petit peu de ce qui est en train de se passer. Voilà. Bah oui, parce que les anecdotes, c'est notre vie. Ouais. Donc, raconter quelqu'un qui meurt d'ailleurs dans une statue de dinosaure à la recherche de son portable, c'est effectivement la métaphore de quelque chose, ou de la dysmorphie Zoom, etc. Mais si vous voulez, moi je ne suis pas du tout pessimiste. Regardez ce qui se passe en Europe aujourd'hui. Il y a eu la RGPD, maintenant il y a ce qu'on appelle le DMA, DSA, Digital Market Act, Digital Service Act, hein, donc qui commence à réguler les sociétés GAFAM les plus importantes. Elles se battent contre ça, elles font du lobbying, etc. Le bras de fer est engagé. Vous avez un certain nombre de pays dans lesquels vous avez aujourd'hui des actions vraiment importantes pour ce qu'on appelle la responsabilité algorithmique. Non pas la transparence des algorithmes, ça ne veut rien dire. Enfin, en tout cas, moi, je ne suis absolument pas capable de regarder une formule algorithmique et penser ce qu'elle en pense. Et en plus de ça, il les modifie 58 fois par semaine, donc ça n'a pas de sens.
la responsabilité algorithmique, c'est la même chose que pour les... comment dire, on peut filer la métaphore avec ceux qui nous vendent de la nourriture. C'est-à-dire, je ne te demande pas de donner ne me donne pas ta recette, mais donne-moi les effets de ce que tu me proposes sur mon corps. Donc les taux de graisse, taux de sucre, etc. Donc mesurer l'impact. Donc là aussi, ça progresse. Ça progresse 2 pas en avant, 1 pas en arrière, 2 pas en avant, mais la lutte est là. Vous avez les utilisateurs aussi qui désertent un certain nombre de plateformes aujourd'hui, qui diminuent et qui votent avec leurs pieds, si j'ose dire, en étant de moins en moins dépendants. Donc moi, je crois, si vous voulez, qu'au total, oui, ces grandes puissances économiques, elles sont aussi attaquées du point de vue économique. C'est-à-dire, à un moment donné, les lois anti-concentration, qu'est-ce qui se passe, démantèlement ou pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul front qui est là, il y a plein d'autres fronts. Et encore une fois, moi, à aucun moment, je plaide pour la disparition de ces sociétés. Je fais toutes mes recherches en utilisant un moteur de recherche qui commence par G. J'ai un compte Facebook, j'ai un compte Instagram. Ce que je crois, si vous voulez, c'est qu'on est dans le moment où il faut qu'on les remette dans un encadrement de règles qui n'ait pas un impact aussi négatif, involontaire certes, sur nos vies quotidiennes et nos vies collectives. Oui. Et que le oups, on revient à la question tout à l'heure, un mois avant la première élection de Donald Trump, enfin l'élection de Donald Trump, d'ailleurs, quel lapsus épouvantable, avant l'élection de Donald Trump, il y a une réunion qui a lieu chez Facebook tous les vendredis, je crois que c'est les vendredis ou les jeudis, Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, je raconte dans le livre aussi des rencontres que j'ai eues avec lui, etc. Donc Mark Zuckerberg réunit les personnels et vous savez, comme dans les univers de start-up, dialogue. Et à un moment donné, un des membres de Facebook dit « Mais vraiment, il faut faire attention, est-ce qu'on ne doit pas agir de façon à ne pas permettre l'élection de Trump ?» Et lui répond à l'époque, il dit « Ah, c'est pas notre boulot, ça. Nous, on est neutre. Nous n'avons aucune responsabilité. » Depuis, quelques années plus tard, Cambridge Analytica est passé par là, des problèmes en ex-Birmanie, etc. Donc, il commence à admettre, on va dire, la responsabilité qui peut être la sienne sur les gens qui viennent sur sa plateforme ou les contenus qui sont là en essayant de les modérer. Il n'a pas encore admis sa responsabilité dans le mode de fonctionnement. Mais en même temps, la grande j'allais dire, créatrice de la publicité ciblée ou autre, qui était Sheryl Sandberg, est partie du groupe aussi. Donc, il y a des modifications qui ont lieu. C'est assez intéressant. Ouais. Mais alors, ces modifications, c'est très intéressant parce qu'on parle de la petite histoire. Et comme c'est une histoire courte, très récente, on est encore en présence de certains pionniers du net. Et même Tim Berners-Lee, qui est le créateur du net, qui se disent mais on a créé une machine qui a été complètement pervertie. Et on a l'impression qu'il y a des renégats. Il y a des repentis. Il y a des repentis. J'appelle plutôt ça des repentis que des repentis, un peu comme dans la mafia. Enfin, ça n'a pas tué la mafia pour l'instant, mais il y a des repentis. C'est-à-dire que ça commence par ça, des gens qui disent on a été, ça va pas dans la bonne direction, et qui évidemment par leur notoriété et par leur connaissance du sujet ont un poids considérable et essayent de créer des choses en dehors de ça. Est-ce que ça a des chances d'exister? Est-ce que les initiatives individuelles, finalement, peuvent quelque chose contre les GAFA? Oui et non. C'est-à-dire qu'encore une fois, ces initiatives individuelles, elles permettent de rappeler, et on en raconte plein là aussi, puisqu'il faut donner des pistes à tout le monde, elles permettent de rappeler que la technologie n'induit pas le modèle actuel dans lequel nous sommes. C'est-à-dire que, vous parlez de Tim Berners-Lee, il n'a jamais gagné 1 euro sur son invention, parce qu'il l'a mis à disposition de tous. C'était un protocole TCP/IP, on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'était ce qui permettait à l'ensemble du réseau, on va dire, de communiquer avec un protocole unique. Il n'a jamais gagné 1 euro et il ne le regrette pas. Il ne dit pas d'autres se sont fait fortune sur mon invention, sur mon dos. Il n'a jamais réclamé, si vous voulez, à l'inverse, de recevoir une rémunération rétroactive sur ce qu'il avait inventé. Il disait ça, c'était au service de tous, parce que l'idée de départ, c'était on met quelque chose d'horizontal à disposition de tous. Il se trouve que ce truc horizontal dans lequel on devait être, encore une fois, économie du partage, intelligence collective, c'était l'idée. Et une idée à laquelle je tiens, parce que cette possibilité-là existe. Donc aujourd'hui, il recrée
des outils décentralisés, tournés autour de l'intelligence collective et de l'économie du partage, qui fonctionnent d'ailleurs. Mais ces outils-là, par essence, n'ont pas vocation à avoir la puissance que les autres ont eue, puisque ce n'est pas leur but. Leur but, c'est juste de permettre cette économie du partage et cette intelligence collective. Donc, n'est pas d'atteindre une puissance. Wikipédia, on l'utilise tous. Mais ça n'a aucune puissance, Wikipédia. C'est universel parce qu'on l'utilise, mais le modèle économique même collaboratif de Wikipédia n'a jamais donné et ne donnera jamais naissance à une puissance économique capable d'acheter n'importe quelle société dans n'importe quel pays à partir du moment où ça existe. Tant mieux. Mais bien sûr, tant mieux. Mais ce qui veut dire qu'évidemment, ça a une chance d'exister, de rappeler ça. Ça n'a pas une chance à un moment donné de menacer la puissance économique des GAFAM. Et c'est là où les États, ou les organisations supra-étatiques, ou l'Europe, ou d'autres, ou les utilisateurs par milliards interviennent. Parce que ce sont eux, en réalité. Si le jour où, c'est d'ailleurs le cas, le nombre d'abonnés de Facebook diminue un peu, et le temps passé diminue. C'est pour aller chez les concurrents. Non, c'est pour aller chez eux-mêmes, c'est-à-dire sur Instagram ou WhatsApp. Donc, ils sont encore à la maison. Mais le jour où vous démantelez, ça pose un problème. Donc, voilà. Bruno Patino, merci. On pourrait parler très, très longtemps, mais je renvoie les auditeurs et les téléspectateurs, puisque nous sommes sur YouTube, à votre livre, donc Tempête dans le bocal, chez Grasset, pour comprendre un petit peu tout ça, remettre en perspective ce moment, j'appellerais comme ça, du numérique très particulier qu'on est en train de vivre. Et voilà, on a quand même réussi à parler 55 minutes tous les deux, de façon concentrée, sans consulter notre portable. Donc on n'est pas si addict que ça. C'était difficile, non ? Ça a été difficile. Non, c'était très bien. Merci beaucoup. Mais on y est arrivé. Merci Bruno Patino, merci beaucoup. Merci. C'était Pile Poule, une émission de Marc Wielinski, que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h.